Expression via les réseaux sociaux dans les révolutions arabes. Donc, je vais d'abord laisser la parole à Mohamed El Oifi, qui est maître de conférence à Sciences Po et qui est spécialiste de ces questions-là. Merci beaucoup. Donc, bonsoir. Je vais peut-être pas répondre à la question, mais je vais parler des pièges qu'il faut éviter lorsqu'on essaie de réfléchir sur ces phénomènes. Le premier piège, c'est le déterminisme technologique. C'est lorsqu'on exagère tout simplement le rôle des médias, ou lorsqu'on considère tout simplement que au fond, la technique peut transformer la réalité, et souvent lorsqu'on attribue aussi à la technologie, ici Facebook ou les réseaux sociaux, en fait, des vertus émancipatrices. Alors que normalement, la technologie peut également être utilisée pour réprimer, pour contrôler. D'ailleurs, toutes ces technologies qui ont été utilisées pendant la révolution arabe sont également utilisées par les gouvernements pour contrôler les gens. Donc, au fond, éviter le déterminisme technologique et donc la mythologisation de ces nouveaux moyens de communication, ce qui est peut-être déjà fait, mais en tout cas, nous, en fait, on va essayer d'éviter ça. Deuxièmement, il faut éviter aussi la négation et la banalisation. Souvent, en fait, lorsqu'on commence à lire sur ces questions-là, il y a certains auteurs qui, soit par ignorance, soit parce que tout simplement ils veulent aller à contre-courant des idées dominantes, marginalisent le rôle des réseaux sociaux, des médias en général, dont la révolution arabe considère ou par exemple tout simplement à l'expression Facebook, la révolution Facebook, qu'ils les agacent, qu'ils trouvent idéologiquement trop libérale ou au fond pas très claire. Ce deuxième piège, il faut peut-être l'éviter et éviter de suivre ceux qui disent au fond, après tout, les médias sociaux ne jouent aucun rôle, pas en Libye ou au Yémen, il n'y a pas de taux de pénétration d'Internet, c'est 1%, 2% de la population, donc c'est négligeable. Et même dans les pays arabes où on a considéré que les réseaux sociaux jouent un rôle important, le taux de pénétration d'Internet est relativement réduit, il ne dépasse jamais 15 ou 20%, donc il faut prendre ça en compte. Donc troisième piège, et pour moi le plus important, c'est éviter d'isoler les réseaux sociaux des autres médias. Parce qu'en réalité, il y a une complémentarité entre les médias traditionnels, notamment dans l'évolution arabe, de type notamment les chaînes satellitaires, mais la presse, un peu, donc les médias traditionnels, que ce soit la radio, la presse ou les chaînes de télévision, donc notamment les chaînes satellitaires, et donc les nouveaux médias que vous connaissez tous, au fait, qui sont liés à Internet, que ce soit les blogs, Facebook ou Twitter, et accorder peut-être une place très, très importante au téléphone portable, aussi à YouTube. Donc au fond, moi je considère qu'il faut raisonner en termes de champ médiatique, donc éviter d'isoler les réseaux sociaux des autres médias, parce que les choses se sont passées d'une manière dont la complémentarité. Donc, lorsqu'on raisonne en termes de champ médiatique, j'ai pas envie vraiment de faire un cours, parce qu'il est tard et c'est pas l'objectif. C'est fondamental. C'est-à-dire, lorsqu'on dit un champ médiatique, dans un champ médiatique cohabitent différents types de médias. Ces médias sont complémentaires, et en tout cas, les gens, et à mon avis, les gens qui sont ici pour parler, les acteurs, vont vous montrer un peu comment est-ce que cette complémentarité entre le téléphone portable, le blogueur, YouTube et la chaîne satellitaire se fait de lui-même, par obligation, parce que c'est peut-être la façon de communiquer la plus efficace. Donc, complémentarité entre médias traditionnels et nouveaux médias, les réseaux sociaux, mais également tenir compte de l'interaction dans ce champ médiatique entre les individus et les institutions. Parce qu'au fond, une des erreurs peut-être que nous faisons lorsqu'on pensons le rôle des médias dans la révolution arabe, c'est justement, au fond, la tentation héroïque qui donne l'impression, au fait, qu'un blogueur est capable tout seul, de transformer la réalité ou de faire passer le message. C'est assez naïf. En réalité, il y a eu une complémentarité entre des individus qui militent pour la liberté d'expression, tout simplement, qui se défendent contre des régimes autoritaires qui
qui les répriment, et donc ils veulent se débarrasser de ces régimes, et en même temps des institutions médiatiques liées à des États ou privés qui vont profiter du travail fait par ces individus pour soit régler leur compte politique avec d'autres régimes, soit tout simplement pour faire circuler d'une manière plus amplifiée la diffusion de l'information. Et donc cette interaction est permanente, et en tout cas c'est ce qui se fait donc sur le terrain. Et également en fait essayer de penser d'une manière logique l'articulation entre le champ médiatique et le champ politique, parce que la révolution a eu lieu dans le champ politique. C'est-à-dire, c'est le champ, par exemple, c'est le champ politique tunisien ou égyptien qui a été bouleversé, et même transformé dans le sens où, en partie, ça dépend de l'optimisme qu'on met dans les choses. Le champ politique a été transformé, et on considère qu'il a été transformé en partie en raison des transformations qui ont eu lieu dans le champ médiatique arabe depuis une quinzaine d'années, depuis l'apparition de Jazeera en 1996, mais également depuis l'introduction de toutes ces nouvelles technologies, donc le blog, Facebook, peut-être Twitter un peu moins dans le monde arabe. Et donc, comment penser l'articulation entre le champ médiatique et le champ, champ politique. Donc, pour moi, personnellement, la tâche qui me semble fondamentale, c'est moi la réponse à la question quel est le rôle des médias dans la révolution arabe, que la description des processus qui ont permis à des individus, à des institutions de bouleverser des ordres politiques en s'appuyant sur de nouveaux moyens de communication qui ont été introduits par les États, parfois, pour augmenter leur contrôle sur la société. C'est-à-dire que, par exemple, on ne va pas dire du mal de Ben Ali, mais Ben Ali, au fait, président tunisien, était un président très intéressé par la technologie. Il a tout fait pour organiser en Tunisie des sommets de l'information, notamment sommets très importants. Mais lui, sa conception de la technologie, c'était développer un peu la Tunisie, mais aussi mieux contrôler les individus, mieux contrôler ce qui se passe dans ce pays. Et au début, il croyait que les Tunisiens allaient utiliser ces moyens de communication qu'il a introduits d'une manière soit utilitaire dans le sens économique, soit même ludique. Et il faut dire, après, en fait, les individus ont retourné ces médias contre ce qu'ils considèrent comme un tyran, et ils ont réussi donc à le déloger. Pour moi, c'est ce processus qu'il faut décrire, qui est peut-être la tâche la plus importante pour un scientifique, et ce que peut-être nos camarades vont essayer de faire. Il faut essayer également d'identifier dans ce que disent donc les acteurs, les articulations logiques entre processus médiatique, processus politique. Parce qu'au fond, pour qu'on comprenne vraiment le rôle des réseaux sociaux dans l'évolution arabe, il faut être capable de déconstruire tous ces mécanismes et d'isoler le fonctionnement des processus médiatiques du fonctionnement des processus politiques pour à un moment donné trouver donc les articulations logiques et trouver au fait ce qu'on peut appeler la configuration communicationnelle des révolutions arabes. Comment fonctionne donc ce schéma communicationnel. Et je crois que les acteurs qui sont ici vont peut-être nous parler de ça d'une manière un peu plus efficace. Je ne sais pas en fait ce qu'ils vont dire. Ils ne sont pas concertés du tout. Hein. Mais voilà, moi en fait, je voulais introduire les choses de cette manière pour montrer au fait que le rôle des médias dans la révolution, même pendant la Révolution française, beaucoup de gens considéraient au fait que un certain type de presse de l'époque a joué un rôle important. En tout cas, c'est une interrogation qui habite les chercheurs depuis très très longtemps, mais on n'est jamais satisfait parce qu'il n'y a jamais de consensus sur le rôle des médias et surtout sur les processus, la description des processus qui ont abouti donc au bouleversement de l'ordre politique grâce donc aux médias. Et donc je vais laisser la parole donc à mes camarades.